Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au Parlement, sans surprise, les députés ont voté leur projet de budget 2021. Il est estimé à près de 18 milliards de francs CFA. Le gouvernement, très sensible aux personnes vulnérables, il vient de renouveler son assistance aux personnes déshéritées. L'édition 2020 vient d'être lancée à Cotonou. Les années passent et la philatélie fait de moins en moins recettes au Bénin. Alors pourquoi les collectionneurs de timbres postaux font-ils de moins en moins recettes? La réponse dans un instant avec Nicanor Kovi. Bonsoir et merci de votre attention. Nous prenons la direction du Parlement où les députés ont procédé au vote de leur projet de budget exercice 2021. Ce projet de budget est estimé à près de 18 milliards de francs CFA. Guillaume Avienon. Le projet de budget 2021 du Parlement adopté à l'unanimité d'un montant d'un peu plus de 17 milliards de francs CFA en augmentation de 22,62% comparé aux près de 14 milliards de 2020 et pour cause. Le projet de budget gestion 2021 connaît une augmentation de 22,62% due essentiellement à l'accroissement du personnel en raison des réformes en cours, mais aussi la volonté de payer les moins perçus sur le salaire du personnel du fait des avancements et remplacements non payés depuis 2017. Il y a aussi le renouvellement du mobilier et les acquisitions de véhicules pour certains responsables administratifs et le démarrage des travaux du nouveau siège de l'Assemblée. Les travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale devraient durer 2 ans et coûter 25 milliards de francs CFA, y compris les équipements. Pour tenir dans le délai, les députés ont décidé de dégager déjà pour 2021 2,5 milliards de francs CFA auxquels il faut ajouter 650 millions de francs de charges supplémentaires induites par les réformes résultant de la récente révision du règlement intérieur de l'institution. La rallonge d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA du budget de 2020 pour 2021 se justifie donc. Nous avons opéré avec les réformes la mise en place d'un certain nombre de structures, en l'occurrence les organes de passation des marchés. Et la personne responsable des marchés et ses collaborateurs, la cellule de contrôle des marchés publics, ce n'était pas prévu du tout au budget gestion 2020. Il fallait donc tenir compte de ça et la réforme importante opérée au niveau du règlement intérieur, où on a de nouvelles directions. La direction des services de l'information et de la communication, la cellule d'audit interne qui a rang de direction. Il faut ajouter à tout cela les nouvelles charges générées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Les députés se défendent en fait d'avoir consenti à l'interne des sacrifices pour ne pas donner l'impression de trop en demander dans un contexte de ressources limitées. Certes, nous avons connu quelques petits changements au niveau de ce budget qui a conduit à parler d'une augmentation, mais au fait, pour ce qui concerne
Les aménagements faits en interne, ceci n'a constitué qu'à des coupures internes pour réaménager certaines lignes au sein du budget 2020. Je me souviens de l'onde de fierté qui a parcouru tout le peuple béninois lorsqu'on nous a dévoilé le nouveau visage de la présidence. Donc, l'Assemblée nationale étant la deuxième institution, il est important que nous changeons aussi de visage. Les travaux de la 4e session extraordinaire au titre de 2020 du Parlement s'achèvent la semaine prochaine. L'Union progressiste est en tournée sur l'ensemble, sur l'étendue du territoire national. Eh bien, une délégation du bureau politique était dans les communes de Kétou et Pobé. L'objectif de ces rencontres est de procéder à l'évaluation des deniers communales et municipales. Blaise Adampo. À Kétou, l'Union progressiste a frappé fort lors des dernières élections municipales et communales. Nous avons reçu donc les félicitations du bureau politique par rapport à notre résultat qui nous permet aujourd'hui d'avoir tout l'exécutif et tous les chefs d'arrondissement de la commune de Kétou, membres de l'UP. Même si les résultats sont satisfaisants, le parti ne veut pas dormir sur ses lauriers. À partir de Kétou, l'Union progressiste veut donner ses couleurs au département du Plateau. Ceci passe par la mise en place des structures de base. Nous avons retenu qu'il faut mettre en place les structures de base du parti au niveau local, au niveau des sous-sessions et au niveau des sessions. Et les conditions pour faire cette opération, on a évoqué ça avec eux pour que véritablement ils se préparent, pour qu'au plus tard, le 26 septembre, le travail commence. L'autre sujet objet des échanges, c'est l'impact du programme d'action du gouvernement à Kétou. Ils ont été très heureux de la route Kétou, vous savez. Ensuite, d'autres investissements, notamment le terrain municipal de Kétou, qui est en phase terminale, et quelques autres infrastructures, réaménagement du musée, le palais royal, et beaucoup d'autres choses qu'ils ont eu à aborder. Mais après ça, nous avons souhaité aussi qu'ils nous parlent des perspectives. Les uns et les autres ont montré leur joie à vraiment échanger autour de ces questions qui les hantaient certainement. Et puis nous avons tiré des conclusions comme quoi, à notre sortie, chacun de nous doit renforcer la position de l'UP autour de lui, dans son environnement. La délégation s'est ensuite rendue à Pobé. Ici, le parti n'a pas fait bonne impression lors des scrutins derniers. Et pour cause, une mésentente entre ancienne et nouvelle génération. Nous, militants, on a compris, nous avons pris de bonnes résolutions. Ici, effectivement, nous militants, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait normalement venir régler nos problèmes. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Et il est question aujourd'hui que et les anciens et les jeunes puissent vraiment, je le souhaite de tout cœur, se mettre ensemble pour qu'on puisse reprendre le parti UP dans Pobé. Après cette première tournée, d'autres descentes sont prévues pour une évaluation des directives données. Le gouvernement vient d'apporter son soutien aux personnes vulnérables. Il s'agit, en l'occurrence, aux parents, des naissances multiples et aux étudiants vivant avec un handicap, non boursiers ni secourus. C'est à travers l'édition 2020 de l'appui aux personnes déshéritées. William Tchoké. 3 bébés en un geste, 4 pour d'autres. Ces parents de naissances multiples ont été gratifiés par la nature, mais ils n'ont toujours pas les moyens de subvenir aux besoins de leur progéniture. Et puisque chacun compte pour la nation, le gouvernement, à travers le Fonds d'appui à la solidarité, leur apporte ce geste. Nous sommes tous unis par un fil invisible et la solidarité est la clé du paradis. Une enveloppe financière pour chacun de ces 60 parents. Ils ont été sélectionnés selon un critère de vulnérabilité. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, disait Victor Hugo. Mais lorsque la nature gratifie certaines familles de naissances multiples,
La joie de l'accouchement se transforme parfois en appréhension face aux charges auxquelles les familles sont confrontées. Et c'est dans le souci de soulager vos peines que mon département ministériel vous apporte un appui symbolique à l'effet de vous accompagner dans la prise en charge des besoins fondamentaux, nutritionnels, sanitaires et autres de vos progénitures. Dans cette même salle de conférence du ministère des Affaires sociales, il y avait des personnes vivant avec un handicap, des étudiants. Ils ne sont ni boursiers, ni secourus. Ils ont aussi reçu ce soutien de la nation. De plus en plus, les conditions ne sont pas faciles, mais le gouvernement fait des efforts croissants puisque le flux augmente. À chaque fois que nous améliorons les conditions d'accès, évidemment, les conséquences, c'est que le flux augmente. Et quand le flux augmente, ça se ressent au niveau des bénéficiaires de nos services. Chers étudiants, la grande estime que je nourris à votre égard m'amène à célébrer votre courage et votre persévérance, votre volonté de vous affranchir des préjugés liés à votre situation de handicap. Et à travers ce parcours admirable, vous incarnez l'espoir. Cet appui financier au titre de l'année 2020 a pris en compte 80 étudiants, des appuis pour lutter contre l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale. Notre pays vient de bénéficier d'un nouveau don de la part de l'agence belge Enabel. Ce sont des équipements médicaux offerts dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La réception a eu lieu au ministère de la Santé à Cotonou. Jean-Claude James, Jules Akweko. Un geste de solidarité qui n'est pas le premier d'Enabel. L'agence belge, à travers le projet Passeris, répond une fois de plus à la sollicitation du ministère de la Santé par des équipements spécifiques. Il se compose de 10 moniteurs multiparamétriques pour la surveillance de paramètres vitaux des patients et de 10 aspirateurs chirurgicaux destinés à renforcer les capacités opérationnelles d'offre de soins intensifs des 5 hôpitaux de zone des départements de l'Atlantique et du Koufo, pour une riposte adaptée. Il est aussi attendu, dans les toutes prochaines semaines, un incinérateur électrique de grande capacité destiné au centre de prise en charge Covid du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi. Le tout pour un coût global de 105 millions de francs CFA. Pour cette cérémonie de remise, le secrétaire général du ministère, qui a reçu la délégation d'Enabel, a rappelé et salué les différentes actions de ce partenaire du Bénin. La mise à disposition ce jour d'un important lot supplémentaire d'équipements confirme et certifie encore une fois la volonté sans cesse affichée de votre institution à jouer pleinement son rôle de pionnière et d'aider notre pays dans le contrôle de la propagation de cette pandémie. Avec votre constant accompagnement, le Bénin a pu développer des stratégies efficaces. Je voudrais donc exprimer la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel, au gouvernement de la République de Belgique. Au nombre des appuis déjà apportés au Bénin, on peut citer l'accompagnement d'Enabel dans la mise en place du centre d'écoute de la COVID-19. Le gouvernement béninois qui reçoit du soutien dans sa politique de lutte contre le coronavirus par le truchement du ministère des enseignements maternels et primaires, des équipements audiovisuels et numériques ont été reçus en vue d'assurer l'effectivité du droit à l'éducation, même en temps de pandémie. Lionel Kabazaou, Ernest Tétégou. 322 smartphones et un ordinateur contenant des supports pédagogiques multimédia, le tout d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA. C'est le don de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et de la Fondation MISC au ministère des enseignements maternels et primaires. Au total, 175 écoles en sont bénéficiaires. Par ces temps de coronavirus, cet appui matériel va permettre l'enregistrement et la diffusion de cours en ligne, surtout en milieu rural.
C'est un coup de pouce au gouvernement béninois dans la riposte contre la Covid-19. J'ose espérer que ce don permettra de booster non seulement le plan de riposte initié par le gouvernement de la République du Bénin en général et celui du ministère des enseignements maternels et primaires en particulier. La Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a servi d'interface entre les donateurs et le gouvernement. Ce don est le reflet de la solidarité que cette organisation a voulu nous apporter par 7 ans de pandémie à coronavirus, afin que nos apprenants de toutes les régions du pays, surtout les plus défavorisées, puissent poursuivre leurs activités pédagogiques et que personne ne soit laissé en marge de l'éducation, comme le recommandent les Nations Unies. Ces équipements audiovisuels et numériques mobiles viennent appuyer les efforts du gouvernement qui priorise face à la crise sanitaire l'enseignement à distance. Je voudrais, au nom du chef de l'État et de son gouvernement, réitérer la profonde reconnaissance du peuple béninois aux donateurs à qui nous promettons de faire œuvre utile de ces joyaux. Avec ces outils de riposte contre la pandémie dans le secteur éducatif, ce sont les bénéficiaires qui sont désormais mieux armés pour atteindre les objectifs pédagogiques. Le mouvement des pré-insérés engagés pour la République, MPR, a organisé cette semaine une séance d'échange et d'information sur les réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Cette séance a connu la participation de plusieurs cadres du ministère de l'enseignement secondaire. Osseni Adeleke, Jules Akweko. Échanger sur les différentes réformes opérées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire afin d'obtenir une meilleure compréhension des enjeux du système éducatif dans ce corps de métier. C'est l'un des objectifs de cette séance. C'est justement pour bien parfaire ces réformes que le ministre et sa délégation nous offrent cette rencontre qui, je l'espère, nous permettra d'échanger pour une meilleure compréhension des enjeux. Nous invitons le ministre à continuer à nous écouter car, grâce à sa gestion, nous avons et espérons retrouver le quartier latin que nous étions. Pour le mouvement des pré-insérés engagés pour la République, MPR, l'arrivée du ministre Maoyon Kakpo à la tête du ministère de l'enseignement secondaire a apporté de nombreuses innovations dans le système éducatif. C'est un bon papa qui nous écoute, qui a voulu que ses enfants puissent travailler comme ça se doit et manger. Et suivre pour pouvoir mettre en place tout ce que nous allons faire pour rehausser le Bénin par rapport au système éducatif. Nous avons compris que le gouvernement de la rupture a prévu, à travers ces nombreuses réformes, d'améliorer la qualité de l'enseignement et de donner l'opportunité à nous enseignants de bien vivre et de jouir de notre métier. Non, c'est très bien. Moi, je vois ça que c'est très bien. Et nous remercions le ministre pour avoir donné quand même ces éclaircissements sur ce qui est en train d'être fait envers nous, les enseignants pré-insérés dans le secondaire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avions reçu Monsieur le ministre. Nous l'avons écouté très attentivement. Nous sommes convaincus que des actions hardies ont été menées pour une bonne et meilleure gestion de l'enseignement désormais avec le gouvernement de la rupture. Après avoir expliqué et clarifié le bien fondé des réformes engagées dans ce secteur, le professeur Maoyon Kakpo rassure les aspirants. Pour lui, des défis restent à relever, notamment la réussite de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la relance et la professionnalisation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, les enseignants demandent à savoir ce qui se fait dans le sous-secteur. Je me suis donc prêté à cet exercice. Je leur ai expliqué ce que le gouvernement fait dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle et dans le domaine de l'alphabétisation. À chaque niveau, nous avons l'élaboration de stratégies pour relancer le sous-secteur et l'objectif, c'est surtout d'améliorer l'accès
à l'école, la qualité de l'enseignement, la rétention de l'enseignement et des apprenants dans le système, de même que la rénovation des infrastructures et des équipements des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je pense que le groupe que j'ai rencontré est sorti satisfait. Ils ont eu également des informations sur l'ANAPES, l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires, qui va gérer désormais avec les agences de placement les enseignants préinsérés. Le mouvement des préinsérés engagés pour la République, MPR, fait part de son entière disponibilité pour l'accompagnement du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon et surtout des réformes engagées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Et puis la deuxième cohorte de candidats ayant envoyé le dossier dans le cadre du programme spécial d'insertion d'emploi est reçu en entretien cette semaine à la Chambre d'industrie et de commerce du Bénin. Eh bien, les jeunes ont pour mission de détecter des talents à mettre au service des entreprises sur l'initiative du gouvernement béninois. Le NEC à Bazaou, Jules Akwaikou. Même si on me demande de commencer aujourd'hui, je vais juste déposer mon sac et travailler. Don Perrault vient de finir son entretien avec les membres de son jury, toutes confiantes. Comme elle, au total, 622 candidats vont ici échanger avec les jurés dans le cadre du programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE. C'est la deuxième cohorte de candidats qui se soumettent à l'exercice. Le rêve de ceux-ci, exercer dans les secteurs de la logistique, de l'informatique, du numérique et de l'industrie chimique. N'oubliez pas que ce sont des jeunes qui n'ont jamais travaillé. On essaie d'évaluer leur potentiel à deux niveaux. Quelle est la connaissance qu'ils ont du métier? Ils ont été à l'école, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont appris à l'école par rapport aux différents métiers? Ensuite, quelle est leur motivation? Pourquoi ils veulent postuler à ce métier? Parce que n'oubliez pas que ce sont les entreprises qui sont demandeurs. Et si on ne cuisine pas bien les jeunes pour savoir ceux qui ont du potentiel, les entreprises ne vont pas les recruter. Pour ceux qui sont hors de Cotonou, le jury les prend en ligne, par téléphone. Le jury est instruit et les moyens ont été donnés à ce jury pour les prendre par téléphone à partir d'ici. Les jurys sont composés de professionnels expérimentés et chevronnés qui savent détecter l'appel rare. Quand pour l'étudiant, quelqu'un peut être premier en classe, mais en entreprise ne va pas pouvoir donc se démerder correctement. Donc nous, on préfère avoir des entretiens directs avec les candidats pour mieux les appréhender, pour mieux connaître leur motivation et savoir comment est-ce qu'on pourrait les insérer. Des échanges qui permettent donc de déceler les compétences au regard du parcours et de la maîtrise des notions académiques. Il y a eu plus de peur que de mal. J'avais tellement peur, je paniquais, puisque je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Les jurys m'ont posé des questions de cours aussi. Et comme ce sont des cours que je maîtrisais un peu, et comme j'avais eu à faire déjà des stages pratiques et autres, ça m'a permis de fournir les réponses convenables. Et franchement, j'espère que ça va donner une bonne chose. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est en partenariat avec la coordination du programme pour sa réussite, les entreprises étant les principaux recruteurs. Le PSIE est un programme pour la performance du secteur privé. Le président de la République ne s'est pas trompé en associant la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin dans la mise en œuvre du PSIE. Le PSIE est un programme voulu par le président Patrice Talon en vue de faciliter l'insertion professionnelle de 2000 jeunes par an. À l'issue de ces entretiens, 3 à 5 des meilleurs profils vont être sélectionnés pour chaque poste disponible. Le choix final revient aux entreprises. Et puis l'inquiétude gagne le rang des producteurs de lapins au Bénin. Ils craignent de perdre leur lagomorphe domestique du fait de la propagation de l'Ebola des lapins. La vaccination qui est la porte de sortie proposée par l'État n'est pas sûre pour eux. Plus de précision dans cet élément réalisé par William Tchoké. Sans vous mentir, j'ai peur parce que l'année passée, nous avons eu à vacciner nos lapins et quelques jours après, tout est parti. La douleur des nombreuses pertes de l'année dernière est toujours là, vivace en eux. Une hantise dont ces cuniculteurs ont du mal à se débarrasser. Tout leur cheptel est parti
décimés par la maladie à hémorragie virale, encore appelée l'Ebola des lapins. Ça a été vraiment une période de grande tristesse pour les éleveurs, de façon générale. Au sud Bénin ici, du Sabaïkon, ça a vraiment été. Mais les éleveurs n'ont pas eu la réaction des autorités. Cette réaction qu'il fallait, ils ne l'ont pas eu. Il faut dire que les autorités même ne comprenaient pas ce qui se passait. Je suis distributeur d'aliments. Si les petits paysans, les petits éleveurs disparaissent, moi, j'ai des problèmes. Donc je vais toujours œuvrer pour qu'ils existent toujours et aussi pour la consommation locale. Sans eux, il n'y en a pas. Parce que ce qui s'est passé l'année passée, si on reproduit ça cette année, ce serait de la catastrophe. Plus catastrophe que ce qui s'est passé l'année passée. La première apparition de la maladie hémorragique virale du lapin au Bénin remonte à 1995. Après cette apparition, nous avons connu une accalmie pendant 20 ans. Et des foyers sont réapparus en 2015. Depuis 2015 à ce jour, nous enregistrons de façon récurrente des foyers de maladies virales hémorragiques. Face à cette situation, l'État béninois a sollicité l'appui de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour l'accompagner dans la lutte contre cette maladie qu'elle avait achetée. Cette année, l'État, pour la première fois, à travers la direction de l'élevage, de commun accord avec la Fête des producteurs de lapins, a lancé la campagne de vaccination de ces lagomorphes domestiques. Mais la peur est toujours là, compte tenu de la date de péremption du vaccin. Les vaccins qu'ils nous proposent, c'est des vaccins qui, laissez-moi vous dire, avec les informations et le constat que nous avons fait, c'est des vaccins dont leur date de péremption est au cours du mois de septembre. Lorsque nous disons le 22 septembre et que le vaccin est utilisé avant cette date-là, aucun risque sur le plan de l'innocuité et également sur le plan de l'efficacité. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que le vaccin qui est décrié ici, c'est un vaccin inactivé qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché. Et que si avant ce délai ultime d'utilisation, des cas avérés étaient signalés après utilisation, le fabricant sera mis devant ses responsabilités. Du côté de la direction de l'élevage, on rassure de la qualité, un vaccin qui serait capable de lutter contre les deux types de virus en circulation. Le Filavac, on a dit que c'est à 800 francs, mais c'est une dose par an sur des sujets de 10 semaines au moins. Et ça contient 2 valences. Alors que le Quinipravac était à 200 francs, 2 injections par an et ne comportait qu'une valence. Tout calcul fait, ce vaccin qu'on qualifie de tous les noms est le vaccin qu'il nous faut pour couvrir les 2 souches. Mais les agriculteurs disent que c'est trop cher pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a fait les démarches pour ramener le coût de la vaccination à 100 francs. Il y a donc plus de peur que de mal, explique le directeur de l'élevage. Il indique que le boycott du vaccin lancé sur les réseaux sociaux serait suicidaire pour la filière. L'engagement du gouvernement est manifeste. Au Bénin, c'est une population qui se réduit comme peau de chagrin au fil des années, celle des philatélistes, les collectionneurs de timbres postaux, eh bien, des passionnés qui dédient leur vie à amuser des trésors de vignettes, souvent sans prix et parfois hors de prix à Cotonou. Nicanor Kovi est allé sur la trace de certains parmi eux. Élément à regarder. JFK, le regard dans le vague, comme jaloux du cosmonaute Yuri Gagarin, premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. 2 pièces perdues dans la marée de ces vignettes d'époque. 2 pépites d'or réunies côte à côte par la facétie d'un collectionneur de timbres, un philatéliste. Généralement, les thèmes philatéliques sont des thèmes qui ont une durée plus longue souvent. On a des thèmes ici qui datent de 40 ans, de 50 ans. Vous voyez, ça a pris de la valeur. Poste Commerce Ganhi, la Mecque du timbre philatélique à Cotonou. C'est ici qu'il faut se rendre pour espérer croiser ces chercheurs d'or, collectionneurs impénitents de timbres rares.
Ce matin, Joseph Abikou y effectue son pèlerinage périodique. Je suis arrivé comme d'habitude voir les dernières éditions, c'est-à-dire que les nouveaux thèmes qui ont été émis, que je n'ai pas encore dans ma collection. Donc les acheter, c'est pour ça que je suis passé. Une passion devenue mode de vie pour cet ancien agent des PTT. Un retraité pour qui chaque timbre collectionné est devenu une phrase autobiographique dans le livre de sa vie. Moi, personnellement, à mes temps de repos, c'est un plaisir pour moi de repasser en revue les thèmes que j'ai collectionnés. C'est comme si j'avais des ouvrages dans ma bibliothèque et de temps en temps, je vais chercher un livre pour relire les pages. Et je vous assure, lorsque vous êtes devant vos thèmes, vous ne voyez pas les aiguilles de la montre tourner. Joseph Abikou est tombé dans la potion philatélique étant petit. Aujourd'hui, les timbres coulent dans ses veines comme coulerait la sève dans le cœur des arbres. Je suis jeune dans la collection, mais je collectionne depuis plus de temps. J'ai appris qu'on devait instituer un club philatélique. Donc c'est une association de collectionneurs. Donc j'ai adhéré à ce club-là. Et c'est là où j'ai tout appris sur la collection. Donc il y a certaines personnes, je me souviens d'un monsieur qu'on appelle Lissanou Marcel, c'est eux qui m'ont appris les premiers pas dans la collection. Et vraiment aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ça. C'est extraordinaire. Chez les philatélistes béninois, Marcel Lissanou est un officier supérieur, sinon un général d'armée. Sa vie n'est que collection et chaque timbre épinglé à son tableau de chasse évoque en lui souvenirs d'hiver. Voilà le premier thème du Daoumi. Authentique. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances jusqu'à l'aéroport. Avant, c'était des palmeraies. C'est en face des revans qu'ils ont tué les Taïglas. J'ai été voir le village, j'étais petit, mais voilà les anciens personnages français. Des vignettes des 4 coins du globe, collectées par ses soins. Une solide connaissance des techniques de la philatélie, acquise au fil du temps. Marcel Lissanou est un as des timbres. Et pour qui ambitionne de partager sa passion, la mise en garde du maître est sentencielle. La collection, c'est un investissement. Pas un investissement seulement matériel. Un investissement spirituel, psychologique. Philatéliste, l'investissement d'une vie pour des vignettes si petites. Une passion pour sauvegarder un bel objet, à l'éclat bien plus retentissant qu'il n'y paraît au premier regard. Aujourd'hui, il faut le dire, il faut insister là-dessus, le Thème Post est pour un pays un vrai ambassadeur culturel et il permet d'immortaliser certaines choses. Il permet d'immortaliser des événements, des monuments, des personnalités et permet de retracer l'histoire d'un pays. C'est très important. Derrière chacun de leurs albums, des centaines, voire des milliers d'histoires inédites. Leur or, ce sont ces vignettes qui suffisent à leur bonheur. Joseph Abikou, Marcel Lissanou ou collectionneurs anonymes, ils sont des chevaliers au service du timbre. Ils sont philatélistes. À présent, voici notre coup d'œil hebdomadaire sur le web. Au menu cette semaine, les réactions des internautes sur la mort de l'acteur principal du film Black Panther et le conte de fées d'un jeune danseur nigérian. Mais on commence sur le plan national avec la présidente de la République qui promeut le consommant local. Regardez. La présidence de la République se met aux couleurs du consommant local et la toile est enchantée. Mercredi dernier, le président Patrice Talon a reçu en audience l'ambassadrice de France en fin de mission au Bénin. Les internautes découvrent alors que les meubles de la salle ayant accueilli la rencontre sont typiquement béninois, fabriqués avec des matériaux locaux. Beaucoup sont enchantés et n'ont pas caché leur admiration. 100% Made in Benin, quel bon exemple! Une salle d'audience qui met en valeur la créativité béninoise, s'exclame cet internaute sur Facebook. Ça, c'est la vraie promotion de l'artisanat, une manière très élégante pour prôner la consommation locale, ajoute un autre.
incarnait à l'écran l'un des personnages de super-héros les plus admirés au monde et particulièrement sur le continent africain. L'annonce de la mort de Chadwick Boseman, alias Black Panther, a créé une onde de choc sur Internet. Chadwick Boseman luttait contre un cancer du côlon depuis 2016. La maladie aura finalement eu raison de lui, laissant ses fans inconsolables. Mais ces derniers portent tellement l'acteur de 43 ans dans leur cœur qu'ils ont fait du message annonçant sa mort le tweet le plus aimé de l'histoire. En moins de 48 heures, la publication avait déjà récolté plus de 6,5 millions de mentions j'aime. Moins d'une semaine après, elle totalise près de 8 millions de likes. Le précédent record sur Twitter était détenu par l'ancien président américain Barack Obama avec 4,3 millions de likes pour un tweet publié en 2017. Toujours sur les réseaux sociaux, on a lu cette semaine la belle histoire d'un jeune danseur nigérian. Anthony Mesoma Madou a su tirer le bon côté des réseaux sociaux pour sortir de l'anonymat. En juin dernier, une vidéo le montrant en train d'exécuter des pas de danse classiques sous la pluie à Lagos a fait le tour du net. La séquence, vue plus de 20 millions de fois, est vite repérée aux États-Unis par des célébrités du milieu des arts. La suite, c'est une bourse que l'une des plus grandes compagnies américaines de ballet, l'American Ballet Theatre, offre aux jeunes danseurs pensionnaires d'un modeste ballet de Lagos. Le conte de fées a aussi donné un coup de pouce à son professeur local qui a reçu des dons de différents coins du monde pour professionnaliser son académie. Et parlant des réseaux sociaux, Facebook et Twitter annoncent avoir déjoué ce qu'on rangerait au registre du pire. Les deux géants du web révèlent avoir désamorcé des manœuvres de manipulation sur leur plateforme en lien avec les prochaines élections aux États-Unis. Des comptes Twitter et des pages Facebook animés par des Russes en campagne de désinformation auraient ainsi été désactivés. Une façon pour les deux entreprises d'anticiper sur les critiques. Lors des élections américaines de 2016, Facebook et Twitter avaient été accusés d'avoir favorisé la diffusion des fake news qui auraient pesé dans l'issue du scrutin. À l'étranger, eh bien, nous allons tout droit au Mali, au Liban, deux pays dont l'actualité nous marque ce soir à travers ce récit de Océlia Adeleke. Au moins 10 soldats maliens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une embuscade dans la région de Guiré Centre, une zone proche de la frontière mauritanienne où sévissent des groupes djihadistes. Le bilan provisoire actualisé de l'embuscade est de 10 morts, dont un sous-lieutenant, des rescapés retrouvés et 4 véhicules brûlés, une ambulance emportée. Aux Pays-Bas, Geert Wilders, condamné en appel pour insulte collective contre les Marocains. Le dirigeant d'extrême droite néerlandais a été condamné ce vendredi pour avoir insulté collectivement le peuple marocain par un coup d'appel qui a abandonné une autre inculpation pour incitation à la haine. La Cour considère que Geert Wilders est coupable d'insulte collective. Pendant un meeting à La Haye en 2014 où la foule avait appelé à ce qu'il y ait moins de Marocains dans le pays. L'avocat de Lionel Messi, Georges Pécourt, sort de la fondation Léo Messi. C'est l'option qu'il espérait absolument éviter, mais elle semble de plus en plus probable, comme l'a reconnu jeudi à contre-cœur Georges Messi. La superstar argentine a boycotté le dimanche dernier le premier rendez-vous donné aux joueurs après les courtes vacances pour des tests PCR de détection du coronavirus et avait séché ensuite la reprise de l'entraînement. Selon la presse espagnole, si Lionel Messi rejoint un autre club, le Barça portera sans doute l'affaire devant les tribunaux. Aux dernières nouvelles, la star argentine Lionel Messi a annoncé rester au club catalan jusqu'à la fin de son contrat, probablement en juin 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à 23h30. Rachida Biomaman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.